Bismillahirrahmanirrahim. Chères étudiantes, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. En ces moments difficiles que traverse l'humanité, nous devons tous avoir des pensées et des idées pieuses. Ainsi, nous implorons Dieu le Tout-Puissant pour nous préserver de cette pandémie et de ses conséquences néfastes. J'aimerais à ce propos ouvrir une parenthèse et dire que s'il y a un bien qui est sorti de ce mal, c'est que on doit d'ores et déjà compter sur l'humain, sur le soutien, sur la solidarité, l'égoïsme, l'individualisme, le matérialisme doivent céder la place à la solidarité afin qu'il y ait un certain ajustement culturel des valeurs et des principes pour que qu'on puisse vivre aisément, solidairement, tranquillement dans une société. Pour ce qui est du cours, vous savez que j'ai mis à votre disposition un fascicule. Un fascicule, comme vous le savez, n'est qu'un instrument d'initiation à la matière. D'initiation à la matière et d'initiation aux thématiques qui s'y rapprochent ou qui s'y rapportent. Hein? C'est pourquoi j'ai estimé utile de vous donner ces vidéos ou d'enregistrer ces vidéos pour mettre le point sur les ondes d'ombre en apportant, sinon complètement, du moins partiellement, un éclairage sur quelques notions de base et sur quelques paramètres généraux de la matière. Pour ce qui est de la matière, force est de constater que il y a pas mal d'étudiants qui manifestent une certaine crainte, une certaine incompréhension, voire même une certaine allergie, hein, dans la mesure où ils ne comprennent pas assez sur quoi porte la matière. Alors, j'adhère complètement à leur avis, à leur opinion, etc. Mais toujours est-il que je leur dis que il y a des procédés et des manières à travers lesquelles on va pouvoir petit à petit assimiler et maîtriser, quoique relativement, cette matière. La matière de la gestion de l'espace, elle est facile et elle est sans problème. Il s'agit d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir politique. Le pouvoir politique doit commander pour mener la vie sur ce territoire et permettre à la population d'être épanouie et d'être équilibrée lorsque elle répond à ses besoins et à ses souhaits. Donc, nous voulons que dans le cadre de ce territoire règnent des relations synchronisées, harmonieuses entre les diverses composantes. Entre les diverses composantes et donc tout un chacun, de par sa position, est concerné par
comme on va le voir ultérieurement, Inch'Allah, est concerné par la politique de gestion de l'espace, dont le but ultime est de quoi? Est d'offrir les conditions meilleures et donc d'améliorer les conditions de vie des citoyens, surtout avec la Constitution de 2011, là où plusieurs nouveaux principes de l'administration ou du service public ont été constitutionnalisés. Alors, en vertu de ces principes, Sa Majesté le Roi insistait sur le fait que l'administration doit rectifier le tir quant à ses procédures, quant à ses procédés, quant à ses moyens pour justement rendre ces prestations qualitatives. On parle entre autres de la bonne gouvernance avec le principe de subsidiarité, avec la création de l'administration de proximité. On parle de la responsabilisation des responsables, donc la corrélation responsabilité et reddition des comptes. On parle également de la transparence, de l'efficacité, de l'efficience, de l'équité, plusieurs principes qui penchent tous vers cette amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais il est toujours vrai que la matière laisse apparaître plusieurs difficultés. De par les acteurs qui sont concernés et de par les secteurs auxquels elle touche. Donc on peut dire que c'est une matière tentaculaire et horizontale. Donc il y a plusieurs acteurs. On a le géomètre qui divise le terrain, on a le juriste qui fixe les règles d'occupation du terrain, on a l'ingénieur qui fixe les règles techniques, on a l'architecte, l'élu, le citoyen. Tout un chacun est concerné par la politique d'aménagement ou de gestion de l'espace. Et lorsque ces acteurs interviennent, sont impliqués et engagés dans cette politique, bien évidemment, cette politique, on va voir que elle va toucher à tous les secteurs de la vie, au culturel, au social, au politique, à l'idéologique, au social, à tous les secteurs. Donc, tous les secteurs sont concernés par la politique de gestion de l'espace parce qu'il s'agit d'organiser la vie de la population en société, sur ce territoire. On a les autorités déconcentrées, les autorités élus. On leur demande une certaine connivence afin qu'ils puissent souligner une certaine complémentarité et créer par là même une administration de proximité afin de faciliter la tâche aux citoyens pour que ces derniers puissent vivre d'une manière un petit peu paisible, je dirais confortable, etc. Et d'évoluer ou de faire évoluer un petit peu ou de chaque fois qu'il y a des changements, on va bien évidemment apporter du nouveau pour pouvoir
se conformer au principe de l'adaptabilité ou au principe de la mutabilité pour que on puisse s'adapter en fin de compte à l'évolution de la société. Voilà en ce qui concerne un petit peu les difficultés. Par ailleurs, si la signification de la notion de la gestion de l'espace varie, ou si le souci de la gestion de l'espace, le souci fondamental qui est celui donc de, de focaliser notre attention sur les potentialités régionales et locales afin d'exorciser les déséquilibres spatiaux et afin de créer un développement d'en bas, hein, là où tout un chacun sera impliqué dans le processus de développement économique et social qui va prêter main forte à l'État afin que ces derniers puissent se muscler et se préparer pour affronter les conditions ou la compétitivité rude, hein, de la mondialisation, comme on va voir. Donc, le souci fondamental est le même. Mais la notion, la signification de la notion, la signification et la perception de la notion de la gestion de l'espace n'est pas la même pour tous les pays. De même, la manière dont la politique de gestion de l'espace a été institutionnalisée, a été mise en œuvre, n'était pas la même. Il y a des pays démocratiques, le moins démocratiques, ceci, cela, etc. Parce qu'on parle de l'institutionnalisation, ce pouvoir qui était personnalisé, la personnalisation du pouvoir. Maintenant, il est grand temps que ce pouvoir doit être institutionnalisé et il doit appartenir à des institutions. Hein, il ne doit pas être concentré entre les mains d'un seul. Alors, c'est une étape déterminante dans le processus de démocratisation, bien évidemment, des pays. Et l'on sait très bien qu'il y a des clivages politiques, idéologiques, etc. Pays libéraux, pays socialistes, chacun s'est basé sur des principes qui diffèrent de l'autre. Mais je rappelle que tous ces pays ont fait appel, ont recours à leur pouvoir évocateur d'harmonie afin donc de parvenir à un certain équilibre et afin de pousser, d'inciter les territoires à faire appel à leurs ressources, à leurs richesses, à leurs potentialités en général. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, l'organisation des sociétés s'est imposée. C'est une chose qui est devenue inévitable et inéluctable.
donc laisser passer ou un petit peu les sociétés ne vont pas mettre en veilleuse une organisation archaïque, euh, traditionnelle, qui est devenue caduque et vétuste, et ils vont travailler avec. Non, il fallait donc organiser. Et justement, c'est à ce juste titre que j'insiste sur le fait de l'intime relation entre la politique de gestion de l'espace et l'organisation. On est en train d'aménager, d'agencer, de découper, d'exploiter. Pourquoi faire? Pour bien organiser la vie en société. Donc l'organisation est devenue inéluctable. Il fallait donc réaliser certains objectifs. Le premier objectif, c'est l'objectif de la reconstruction. N'oublions pas qu'il y a eu une destruction qui a été le résultat de la guerre. Deuxième objectif, c'est le planifier ou la planification du développement. Ça y est, c'est fini. On ne va pas travailler avec un développement qui est pensé, réfléchi au jour le jour. On a besoin d'un développement mûrement réfléchi, d'une manière soutenue. Donc, on a besoin je dirais, d'une stratégie visionnaire. Parce que gérer, gouverner, c'est prévoir, c'est faire des prévisions, etc. Le développement doit se faire comme ça. Et puis, on a besoin de la constitution d'entités locales solides, qui peuvent, d'une part, être responsables afin qu'ils se développent d'elles-mêmes, les entités. D'autre part, ainsi ils ne vont pas constituer un fardeau qui pèse lourd sur l'État. D'autre part, c'est une courroie de transmission entre ces entités locales et le centre afin de transmettre la nature des besoins, des souhaits et des aspirations des citoyens. Et c'est comme ça qu'on va avoir une osmose, une synergie entre le centre et bien évidemment la périphérie. Ce sont donc les objectifs. Mais pour réaliser des objectifs, il faut des moyens. Il faut des moyens, il faut des ressources humaines, il faut des ressources financières, il faut des analyses, il faut des diagnostics. Tout cela doit tourner, pivoter autour de la thématique régionale et spatiale, qui doit être étudiée de tous les côtés. En gros, lorsque on s'interroge un petit peu sur le contexte général, il y avait donc la guerre. La guerre, qu'est-ce qu'elle a engendré? Elle a engendré le passage en arrière-plan du libéralisme, un système barbare qui a abouti à la destruction de certains édifices, surtout économiques. Donc, et surtout après la crise de 1929 et tout ce qu'elle a donc généré comme conséquence sur les sociétés. Et puis, on a
à ce moment-là, certains auteurs, certains euh, même entrepreneurs, ils ont décrié cette situation chaotique et ils ont revendiqué un certain interventionnisme de l'État afin que le processus économique et social soit orienté et dirigé par l'État. L'État qui va en quelque sorte réaliser un certain équilibre entre les grands et les petits. Dans ce contexte ou à ce propos, il s'est avéré inévitable également de recourir à un instrument, celui du découpage, des découpages territoriaux. Hein? Pourquoi des découpages territoriaux? Parce que il s'est avéré que c'est un processus euh, euh, un processus qui permet la réalisation d'instruments, de dessiner une configuration territoriale susceptible d'offrir les conditions propices et valables pour l'aménagement ou pour une politique efficace de gestion de l'espace. À son tour, la mondialisation a constitué je dirais, une orientation, un phénomène qui était à la fois contradictoire et complémentaire avec la régionalisation. Car dans le cadre de la régionalisation, on focalise notre attention sur tout ce qui est endogène. Donc le développement d'en bas, le centre qui collabore avec la périphérie, etc. La périphérie qui va... donc c'est une reconnaissance de la diversité dans le cadre de l'unité. Chaque périphérie donc va travailler sur ses richesses et pour faire profiter et sa population est le centre de ce développement. Et donc ça doit être focalisé sur c'est endogène, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais toujours est-il que il y a des retombées positives sur l'extérieur. Avec la mondialisation, on ne doit pas perdre de vue qu'il y aura des entreprises, de grandes entreprises qui vont s'installer. Et vous savez que le tissu économique du Maroc est constitué à 90% de petites et moyennes entreprises. Est-ce que ces dernières vont-elles résister face à la concurrence rude de ces entreprises issues de pays développés avec tout ce que cela implique de personnel qualifié, de staff technique, administratif, moyens financiers, qualité, etc., etc. Alors, non. Alors, si la régionalisation se penche sur ce qui est interne, sur ce qui est endogène, c'est justement, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, elle va donc muscler l'économie du pays. Elle va donc constituer, il va aider les petites et moyennes entreprises
petit à petit agrandir et à pouvoir donc affronter cette compétitivité issue de ces entreprises. Donc, après ce bref aperçu sur le contexte un petit peu général sur la mondialisation, sur la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Donc, il s'est avéré que le territoire est plus pensé comme un instrument de un instrument, un outil de développement et non pas comme un produit, hein, un produit qui a été annexé lors d'une guerre ou un espace qui est donc pour le prestige, un espace qu'on annexe après pour dire que cela nous appartient, etc. Non, dorénavant, le territoire mérite d'être conçu comme un outil de développement dans le cadre de la responsabilisation donc, des territoires et la création de leur développement. Car aujourd'hui, l'État, comme je l'ai dit dans le cadre de la Constitution de 2011, on est passé de la démocratie représentative à la démocratie participative. L'État, bel et bien, a appris à partager la chose publique, à ouvrir son domaine d'action à tout un chacun, aux autorités, aux élus, à la société civile, à tout un chacun. Il serait d'un grand intérêt de parler de certaines initiatives qui s'inscrivent dans ce sens, à savoir la charte des services publics, la charte de la déconcentration, les nouveaux principes. Hein, il y a autant d'ingrédients qui, justement, vont pouvoir aider, je ne dirais pas uniquement les autorités, nous aider tous à créer les conditions idoines pour permettre l'épanouissement et l'équilibre des citoyens. Alors, pour ce propos introductif, je me contente de ce que je viens de dire. Pour le cours, j'ai dit que on va réserver le premier chapitre à l'historique de l'aménagement du territoire. Pour pouvoir déceler les prémices de la politique d'aménagement du territoire au Maroc. Parce que scruter l'histoire, c'est tenter de saisir les distorsions et les dissensions qui marquent le présent afin de mieux se projeter dans l'avenir, hein, et afin de mieux construire son avenir. Donc c'est très déterminant l'historique de l'aménagement ou de la gestion de l'espace. Après, il va y avoir un chapitre relatif aux principes de base de la gestion de l'espace. Les principes de base, c'est-à-dire ce qu'on doit respecter lorsque on veut confectionner une gestion ou une politique de gestion de l'espace.
Puis après, cela va de soi, on aura besoin d'institutions et d'instruments de gestion de l'espace. L'institutionnalisation de la gestion de l'espace requiert et suppose des instruments et des institutions. On va voir lesquels. Comme dernier chapitre, on va voir les priorités de la gestion de l'espace. Et là encore, je m'arrête un petit peu pour vous dire que les priorités, ou pour ce qui est des priorités, et compte tenu de cette pandémie, on doit tirer les enseignements et les leçons de cette crise pour le classement ou pour ranger nos priorités selon les besoins. Donc, si cette crise était difficile et si nous avons enduré une souffrance sans précédent, n'oublions pas qu'elle va avoir des aspects positifs, Inch'Allah, dans la mesure où elle va nous servir de feuille de route, de guide pour donner à chaque domaine l'intérêt, l'importance qui lui reviennent. Ça, c'est le dernier chapitre. Et s'il s'avère que par la suite, il y a un chapitre qui est important, intéressant et qui nous interpelle, on va lui donner tout l'intérêt qu'il mérite, Inch'Allah. Voilà, chères étudiantes, chers étudiants, pour ce qui est des exposés, je vais déterminer certains exposés, une liste de 10 exposés, et vous allez choisir les uns et les autres l'exposé qui vous convient et le travailler en fonction de la méthodologie que je vous ai donnée. Sur ce, je m'arrête, chères étudiantes, chers étudiants, et à la prochaine séance, Inch'Allah.